ces vacances, j'espère, ont été joyeuses et riches pour la plupart. On commence nos activités cette année, universitaires, académiques, avec une conférence ou une présentation d'un numéro spécial de la revue Cahiers d'histoire immédiate. J'adore l'histoire immédiate, c'est vraiment très courageux de la part des concepteurs de cette revue de trouver ce titre. Ce soir, on va parler de la guerre avec S, des guerres. Et ça va être ma première question après la présentation de la revue en tant qu'avocat de plusieurs diables. Guerre S de Syrie et dynamique kurde 2011-2021. Cette soirée, ce débat sera animé par un ami de longue date que j'ai rencontré en Syrie, à l'IFPO, qui s'appelait à l'époque l'IFEA. Alors Boris James est maître de conférence à l'université Paul Valéry à Montpellier 3 et ancien directeur de l'antenne d'Elbit de l'Institut français du Proche-Orient. Il a plusieurs articles et ouvrages sur plusieurs questions qui concernent la région et surtout les Kurdes dans les périodes médiévales. À ma droite, Laurent Dissa, anthropologue rattaché au laboratoire ITEM à l'université de Pau et des pays de l'Adour. Et c'est au bac. Nous, en France, on adore les abréviations. Et personne ne va savoir de quoi il s'agit. Mais c'est ça. Il travaille notamment sur les politiques de patrimonialisation en Turquie et dans le Moyen-Orient. Et avec lui, avec Laurent, il va nous présenter ce numéro spécial de cette revue qui va être le sujet de notre soirée. Et merci encore une fois. Merci Sarah. Merci à vous, merci Isabelle pour cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce joli nouveau centre que moi je découvre. Le titre de ce numéro, c'est Guerre au pluriel, comme tu l'as dit, de Syrie et dynamique aussi au pluriel, kurde 2011-2021. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de retracer au bout de 10 ans le conflit en Syrie. Un conflit qui, alors là je vais faire passer beaucoup de généralités, qui a fait plus d'1 million de morts depuis 2011, 8 millions de déplacés, dans un pays qui, avant 2011, en comptait un peu plus de 20 millions, donc c'est plus d'un tiers du pays qui a une population déplacée. Une guerre au pluriel, parce que c'est une guerre civile, une guerre confessionnelle, une guerre internationale. Au pluriel aussi, car elle prend des formes très différentes, des affrontements entre l'armée syrienne libre et le régime Assad, la branche syrienne du PKK et la Turquie au nord-est, et la montée en puissance de Daesh. Ce sont des choses qu'on observe au cours de ces 10 ans. La Syrie, alors vraiment des banalités plus que des généralités, et se trouve à l'extrémité orientale de la mer Méditerranéenne, bordée au nord par la Turquie, à l'est par l'Irak. Une chaîne côtière avec un climat doux méditerranéen à l'ouest et un vaste plateau calcaire désertique à l'est, traversé par l'Euphrate. Avant 2011, au niveau du secteur économique, l'agriculture qui comptait 25% des activités, les industries 20%, contrôlées par l'État autour des grandes villes, donc Alep au nord avec plus de 2 millions d'habitants et Damas au sud avec 5 millions en comptant ses banlieues. Et l'exportation de pétrole qui comptait beaucoup dans l'économie syrienne avec 25% des revenus de l'État qui venaient du pétrole. La Syrie est plurielle, ethnique et religieuse, avec une grande majorité arabe, mais une population kurde qui constituait 15% de la population syrienne. 2 tiers des Syriens sont sunnites, de grandes communautés chrétiennes aussi et druzes, et une communauté alawite, 10% de la population,
plus qu'une communauté, avec des familles alouites intégrées dans l'armée dès les années 1940, qui contrôlent les services de sécurité, qui détiennent le pouvoir, avec, comme vous le savez tous ici, la famille Assad, qui est alouite, le père Hafez depuis 1970 et son fils Bachar depuis 2000. Un régime autoritaire, un pays constamment en état d'urgence, avec une censure, une surveillance et des incarcérations. La Syrie aussi, avant 2011, et là on entre dans les raisons, l'origine du conflit, si vous voulez, un taux de chômage élevé à plus de 25%, un seuil de pauvreté au-dessus de 30% et de fortes inégalités socio-économiques, tout d'abord entre villes et campagnes, et puis entre villes et les banlieues. Une sécheresse aussi qui certains ont pris en compte pour expliquer le conflit avant 2011 et un exode rural massif. Et enfin une population jeune avec la moitié de la Syrie en 2011 qui avait moins de 20 ans. Ces facteurs qui mènent, alors voilà, là je fais vraiment très rapide, mais ce sont tous ces facteurs qu'on peut prendre en compte pour expliquer une explosion sociale en 2011, en début 2011, dans le contexte des printemps arabes, qui vont mener à une guerre civile, puis confessionnelle et puis internationale. Les printemps arabes, pour ceux qui auraient oublié, il y a plus de 10 ans maintenant, avec tout d'abord en Tunisie, Ben Ali qui dégage en Arabie Saoudite en janvier 2011, puis suivi de Moubarak qui démissionne en février, suivi par Kadhafi en Libye fin 2011. Et puis on se dit, tout le monde je pense se disait, le prochain ça va être Bachar el-Assad qui va lui aussi certainement dégager. Et comme on le sait, il est encore là. La révolte en Syrie, en début 2011, part d'une petite ville agricole d'Ara, au sud, et non pas de Damas ou de Alep. C'est un événement qui amène cette explosion sociale. La police arrête un groupe d'adolescents et les torture. Un groupe d'adolescents qui a tagué « Le peuple veut la chute du régime ». Ce qui va déclencher des premières manifestations pacifiques, suivies par des arrestations violentes à travers le pays et qui vont provoquer d'autres manifestations et puis d'autres arrestations, etc. L'armée syrienne libre va se créer en 2011. Avec des militaires déserteurs qui se retrouvent contre le régime Assad et des jeunes Syriens. Une rébellion s'organise. L'armée syrienne libre s'empare des quartiers populaires d'Alep. Le régime Assad accentue la répression militaire et ne lâchera pas le pouvoir et n'a aucune intention de quitter le pouvoir à ce moment-là. Le soulèvement populaire réprimandé par le régime va se transformer en guerre civile dans un premier temps, avec des chars, hélicoptères, avions, missiles qui vont empêcher l'opposition de grandir, et l'armée syrienne libre qui contrôle une partie du territoire, mais le régime résiste. Cette guerre civile, à partir de 2013, disons, va se transformer en guerre confessionnelle, et dans le numéro des cahiers d'histoire immédiate, c'est Joseph Daher qui était présent ici ou peut-être en visio, explique très bien, il y a un article dans le numéro qui explique très bien ces 10 ans, l'apparition d'une guerre civile qui se transforme en guerre confessionnelle, avec l'apparition de groupes djihadistes dans ce chaos, avec la branche syrienne d'Al-Qaïda, le front Al-Nasra, et en 2013 l'apparition de Daesh, de l'État islamique, avec des djihadistes tunisiens, libyens, turcs, saoudiens, français, belges, allemands qui arrivent en Syrie à ce moment-là. Daesh qui s'empare de l'est de la Syrie et proclame la restauration du califat et commence aussi à revendiquer des actions en France et en Belgique. Ce conflit confessionnel se transforme ensuite en conflit international avec d'un côté le Hezbollah libanais, puis l'Iran, puis la Russie qui vont apporter leur soutien à Bachar el-Assad. La Russie qui va porter son veto à l'ONU contre une intervention militaire en Syrie, puis le bombardement de villes et de banlieues, Ghouta à côté de Damas,
et Poutine qui permet au régime syrien à ce moment-là de reprendre des zones clés alors que le régime s'affaiblit. D'un autre côté, une coalition dirigée par les États-Unis contre Daesh, avec l'Europe, le Canada, l'Australie, mais aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Qatar. Une coalition qui va s'appuyer sur les Kurdes, les YPG kurdes, la branche syrienne du PKK, et qui proclame une région fédérale au nord et au nord-est de la Syrie, avec pour but de créer une région autonome. Une première victoire des Kurdes à Kobani début 2015 et la chute de Daesh à Raqqa en 2017. Enfin, dans le cahier d'histoire immédiate, on parle aussi de la Turquie, avec un article d'Aurélien Denisot qui explique comment, à partir de... Bon, vraiment, le moment clé était 2015 pour Erdogan, mais comment le conflit syrien, en fait, va amener Recep Tayyip Erdogan à durcir et à adopter une posture nationaliste envers les Kurdes, alors que l'AKP, avant le conflit syrien, avait une politique un peu plus douce envers sa population kurde. Donc vraiment un tournant qu'explique Aurélien Denisot en Turquie à partir du conflit syrien. La Turquie devient un acteur clé du conflit. Elle soutient l'armée syrienne libre contre Al-Assad au début et elle laisse faire l'acheminement du matériel militaire à des milliers de djihadistes à la frontière. Elle se rapprochera plus tard de la Russie afin de neutraliser la présence kurde au nord et au nord-est. Et puis le retrait des troupes américaines en 2019 laisse la Turquie enchaîner des offensives en territoire kurde syrien. Des offensives qui continuent à ce jour. Donc, dans ce numéro des cahiers d'histoire immédiate, on a voulu insister sur les dynamiques kurdes pour examiner les guerres de Syrie depuis 2011, car il nous a semblé que ces dynamiques étaient un élément clé qui avait changé la donne. Les Kurdes, 40 millions de Kurdes entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie, mais avant 2011, on ne parlait pas beaucoup des Kurdes en Syrie. On parlait souvent du PKK, on parlait des Kurdes en Irak. Les Kurdes syriens étaient un petit peu laissés de côté, au niveau au moins universitaire. Et donc on a voulu insister aussi sur cela, sur ces dynamiques des Kurdes en Syrie pour plusieurs raisons. Le mot de dynamique est important aussi, c'est afin de s'éloigner du terme question ou du terme problème qu'on entend, à mon avis, trop souvent. La question kurde, le problème kurde, qui sentent un petit peu trop les coulisses diplomatiques de Genève et de Washington, mais qui correspond finalement très peu à la réalité sur le terrain. Et le terrain aussi est un élément qu'on a voulu mettre en avant dans ce dossier. Donc remettre en question la question kurde en parlant plutôt de dynamique afin de s'éloigner aussi du prisme ethnique, c'est-à-dire la question kurde peut supposer qu'il y a un seul groupe homogène kurde en Turquie, Iran, Irak, Syrie et dans la diaspora. Qui serait d'accord, ce groupe homogène serait d'accord sur leur identité, leur envie, leur aspiration, ce qui est tout à fait faux. Sur le terrain, par contre, on observe plutôt des dynamiques au pluriel, encore une fois, et on s'éloigne donc d'une approche macro-politique qui trop souvent consiste à cantonner les Kurdes comme le plus grand peuple sans État ou la plus grande nation sans État, qui sont victimes de stratégies géopolitiques de ses voisins et des intérêts économiques des grandes puissances, les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Angleterre, la Chine, etc. Donc sortir de ce cadre victimaire des Kurdes. Parler de dynamique au pluriel, c'est se rapprocher du terrain et analyser les réalités quotidiennes kurdes à une échelle micro, afin de s'éloigner du filtre orientaliste, misérabiliste, nationaliste et réductionniste, qui trop souvent nous ramène à cette image de la femme guerrière kurde, un bébé sous un bras et une kalachnikov sous l'autre bras, symbole de liberté qui défend les idéaux démocratiques de l'Occident contre les forces du mal islamistes représentées ici par l'État islamique. Quand on examine les dynamiques kurdes, on s'aperçoit rapidement que la réalité sur le terrain est très différente de cette image
fantasmés, idéalisés en France et ailleurs. Et ce numéro, nous avons fait appel à de jeunes chercheurs ayant fait du terrain récemment en Syrie, en Irak, en Turquie, et qui adoptent des approches ethnographiques afin d'écrire une histoire immédiate, une histoire récente qui est en train de se faire. Je continue un petit peu. Oui. 3-4 minutes. Donc pour plonger un petit peu, 3-4 minutes pour plonger un petit peu dans le numéro, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'article de Joseph Daher, la dynamique nationale kurde en Syrie, de l'indépendance au processus révolutionnaire syrien. Il explique les différents comités de coordination kurdes qui s'articulent à partir de 2011 et le début du soulèvement populaire syrien, très hétérogène, qui vont créer une première dynamique kurde qui a plus tard laissé place à la future administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, le Rojava, menée par le Parti de l'Union démocratique et qui montre dans cet article comment les Kurdes sont revisibilisés dans le chaos syrien. Özcan Yılmaz aussi, qui adopte un petit peu le même cadre temporaire, lui aussi nous montre dans son article l'intégration du Rojava dans l'espace kurde et les rivalités intra-kurdes à travers l'opposition PYD et ENKS. Un mouvement kurde hétérogène qui petit à petit va se cristalliser autour des tensions entre le Parti de l'Union démocratique, qui trouve son modèle dans le PKK, et le NKS, le Conseil national des Kurdes syriens, qui lui regarde vers le gouvernement régional du Kurdistan en Irak. Donc le Rojava devient, selon Özcan Yılmaz, un terrain d'affrontement entre le PKK et le PDK. Et ce rapport de force, on le retrouve dans l'article de Charlotte Watelet, le camp ou la reproduction de l'histoire, une ethnographie de l'encampement au Kurdistan d'Irak. Et donc ça, c'est encore une fois ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en valeur ce travail de terrain, ce travail sur place. Un travail de terrain à partir de 2014 dans les camps soi-disant provisoires de la région autonome kurde d'Irak, gérée par Erbil, et plus précisément le camp de Kushtaba, qui accueille plus de 8000 demandeurs d'asile kurdes venant de Rojava. Et dans cet article, elle observe au fil du temps un repli sur elle-même des deux communautés, kurdes syriennes et kurdes irakiennes, alors que les Kurdes syriens avaient été accueillis au départ. Avaient été de manière provisoire, mais avaient été assez bien accueillis dans ces camps par les Kurdes irakiens, et donc la reproduction d'une frontière territoriale, matérielle et symbolique de classe entre Kurdes d'Irak et de Syrie. Deux autres articles pour finir, très vite. Deux autres articles, et puis je laisserai la parole à Boris. Un article de Lucie Irigoyen sur le cinéma au Rojava, un outil politique, culturel et social, qui explique comment la commune du film du Rojava utilise le cinéma comme outil de reconstruction individuelle et collective afin de redonner voix aux Kurdes de Syrie. Et un autre article dans ce numéro de India Ledenga, intitulé « Les tribus en Jezire, conserver des espaces entre solidarité et démocratie », à partir d'un terrain d'enquête, là aussi, entre 2019 et 2021, au sein de l'Assemblée des sages de Kamishli, qui montre comment les tribus peuvent influencer des décisions politiques et juridiques et défendre d'autres valeurs et le vivre ensemble indépendamment de l'administration autonome du nord et est de la Syrie, du Rojava. Et j'allais terminer avec un petit résumé de l'article de Boris, mais je pense que je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai reçu ce matin par mail l'annonce de la Fondation Mitterrand pour l'octroi d'un prix sur la gestion, la bonne gouvernance démocratique au Rojava syrien. Ça m'amène à commencer mon rôle
d'avocat de diable. C'est-à-dire, j'ai bien aimé la précision de Laurent quand il a parlé POID comme la version syrienne du PKK. Parce que en France, vous passez des heures à convaincre, pas VHL, parce que lui, il est inconvaincable, mais les journalistes avérés sur cette relation corporelle presque entre POID et PKK, et ils refusent. Et même les chercheurs de confiance. Ils disent non, c'est très différent, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que vous racontez, ils ne reçoivent pas leurs ordres de Kandil, etc., etc. Mais là, ça a été dit. Cette image très fantasmée, comme il a dit Laurent, a été interprétée ou analysée tout récemment par un article de Akram El-Bouni dans Sharq al-Awsat, où il a étudié les plusieurs scénarios de plusieurs choix possibles des Kurdes de la Syrie entre un retour au régime qui a déjà commencé il y a quelques années, ou bien joindre l'opposition qui n'aboutit toujours pas, ou bien compter encore sur une protection américaine perpétuelle, ce qui n'est pas du tout le cas, et l'histoire nous a appris très bien la chose. Alors, à partir de tout ça, je sais que c'est la géopolitique, vous avez été beaucoup plus sur le terrain, sur des questions anthropologiques, ethnologiques. Mais à partir de toute cette complexité de l'image, je t'invite à parler. Bon, alors d'abord, je ne vais pas tout de suite répondre à la question. Je vais d'abord te remercier, Salam, remercier le CAREP de son invitation, remercier Isabelle de son organisation. Je vais remercier Laurent Dissarde et Solène Poiraz qui ont dirigé le numéro, de m'avoir donné la parole dans ce numéro. Et effectivement, dire en avocat du diable contradicteur de l'autre avocat du diable que la logique du numéro était vraiment inverse, même s'il y a quelques contributions qui sont très généralistes, ou en tout cas qui s'intéressent à des questions de mécanique politique ou géopolitique. Le but, je crois, hein, tu me contrediras ou pas, était au contraire justement d'aller voir au plus près des acteurs, non plus au plus près de victimes imaginées, mais au plus près des acteurs, et justement de se départir des considérations géostratégiques, des considérations qui concernent une question kurde qui serait généraliste, de se départir de l'idée de la guerre avec un grand G, des grandes considérations autour de l'économie au sens large, et de traiter, donc, comme je l'ai fait moi-même dans ce numéro, de traiter d'un sujet et d'un objet par la petite lorgnette, c'est-à-dire par des petites lorgnettes. Alors moi, il se trouve que je me suis intéressé à cet objet qui est l'espace kurde en Syrie, à travers la question de l'éducation. Mais je répondrai aux questions que tu as posées d'une certaine manière en te disant que c'est quand on s'intéresse à des petites lorgnettes, à des petites choses comme l'éducation, hein, ou l'enseignement, très précisément l'enseignement de l'histoire dans l'espace kurde en Syrie, en fait on s'intéresse aux grandes questions aussi, hein, puisque on peut, à travers la question particulière de l'enseignement de l'histoire dans le Rojava, hein, pour simplifier, on s'intéresse
à la construction concrète des institutions, on s'intéresse à des modes de gestion des populations, hein, donc des modes de gouvernance, et puis on s'intéresse au travail sur les représentations, sur les mythes politiques, sur les processus d'identification et à une communauté ou à un territoire. Donc, on peut, voilà, la question de savoir que va advenir de cette construction politique, avant de se dire que va advenir cette construction politique, il faut se poser la question sur des petits aspects, des petites choses, ce qui se passe réellement et quelles sont finalement voilà, les dynamiques et comment finalement se construisent des contraintes, comment aussi, voilà, évidemment, c'est sûr que si on parle de faits, par exemple, militaires majeurs, une invasion turque sur la Syrie, bon, plus besoin de s'intéresser à la petite politique ou à la petite construction du social, etc. Pourtant, voilà, on peut quand même se dire qu'il y aura peut-être un retour de cette petite construction du social. Donc je vais quand même continuer à parler du sujet que j'ai abordé dans ce numéro. Je te laisse la possibilité évidemment de me couper la parole. Je laisse à quiconque d'ailleurs la possibilité de me couper la parole, mais je voulais montrer dans cet article hein, qui s'intéresse à l'enseignement au sein de l'administration autonome kurde en Syrie. Je voulais montrer un peu comment s'instituer ou tenter de s'instituer un enseignement et une éducation PYD, PYD / PKK. Pour répondre très vite à la question qui était posée, évidemment, dans la construction de l'enseignement au Rojava, il y a très clairement la manifestation de ce lien qui n'est même pas, je veux dire, euphémisé, qui n'est même pas voilé, entre le PKK, mais le PKK lui-même ne se définit plus comme PKK, hein, dans le sens où il considère que il y a une organisation parapluie qui régit un ensemble d'organisations locales, hein, une organisation parapluie qui s'appelle le KGK, avec des organisations locales, donc en Syrie, en Turquie, en Irak et en Iran. Donc, c'est pour ça que c'est là où réside toute l'ambiguïté, hein, c'est-à-dire c'est jamais le PKK parce que effectivement le PKK ne se définit plus comme PKK, il se définit comme KGK et il a des organisations, voilà. Mais la question qui est posée, c'est du point de vue organique, du point de vue organisationnel, comment ça se passe. Évidemment, on n'est pas du tout dans des logiques d'auto-organisation locale. Hein, il y a, voilà. Donc et moi je le montre, ou en tout cas je le perçois à travers la mise en place d'un système d'éducation. Évidemment, il y a des circulations, et notamment des circulations entre le Kurdistan d'Irak et le Rojava. La circulation, elle se fait à travers la circulation de personnes qui sont formatrices, des gens qui vont construire le système d'éducation, mais aussi les programmes. Hein. Et donc j'ai montré, ou tenté de montrer dans l'article que les programmes qui sont utilisés donc dans les zones kurdes de Syrie et qui sont imposés par le PYD sont des programmes clairement inspirés jusqu'à
jusqu'à la police de typographie, etc., de manuels qui étaient utilisés au Kurdistan d'Irak dans le camp de Mahmoud. Donc c'est très clairement, voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas juste une inspiration, il y a des gens qui impriment des manuels scolaires et très probablement les impriment à Mahmoud, ou en tout cas les mettent en place à Mahmoud, et puis ou les font, et en tout cas les transferts donc en Syrie. Donc la question, je ne sais pas combien de temps j'ai, pardon, si j'ai encore 10 minutes. Voilà. Alors comment se met en place un système scolaire et surtout un système de l'enseignement de l'histoire dans le Rojava? Eh bien, tout simplement, à partir de 2012, comme vous savez, l'ensemble des institutions tenues à l'époque par le régime se retirent ou s'effondrent ou s'auto-effondrent pour laisser la place à une gestion donc PYD, hein. Et cette gestion, donc le PYD va profiter de ce vide institutionnel. Donc c'est surtout l'appareil sécuritaire qui s'en va, mais disons qu'il y a aussi comment dire, tout le système scolaire, il est aussi, il y a un désinvestissement, ou en tout cas où il y a une translation du système scolaire. Comment mettre en place aussi, donc, je l'ai dit, un système scolaire dans le Rojava? Bien, il faut créer des manuels scolaires tout nouveaux, alors, qui sont totalement différents. J'insiste là-dessus parce que dans le cadre, par exemple, du gouvernement intérimaire syrien, il y a eu aussi la création de programmes scolaires. Ah, super, merci. Ça fait du bien. Il y a eu la création de programmes scolaires qui sont en fait les programmes scolaires du régime qui ont été un petit peu modifiés. Il y a un travail sur les PDF que j'ai pu consulter, et notamment, voilà, c'est toujours très intéressant de s'intéresser au système scolaire pour le politique, parce que, donc, par exemple, on ne parle pas de harakat asriya, on ne parle pas de mouvement rectificatif pour parler de l'arrivée au pouvoir de Hafez el-Assad, mais on parle de inqilab, de coup d'État. Donc, voilà. Mais mis à part ça, dans ces programmes scolaires du gouvernement intérimaire syrien, il n'y a pas de grand changement. Et c'est tout à fait différent parce que par rapport au programme du PYD qui sont radicalement différents. C'est vraiment une nouveauté. Alors, il y a cette nouveauté, elle bénéficie d'une expérience très longue, hein, du PKK dans la mise en place de programmes scolaires. Et donc ça se passe quand, hein, donc je parlais de 2012. Entre 2012 et 2016, il ne se passe rien. Hein. C'est à partir de 2016 qu'on forme des enseignants et on commence à produire des manuels scolaires adaptés. Hein. On prend les manuels scolaires, je vais très vite, de Mahmoud et on va les transformer pour en faire des manuels scolaires adaptables. Alors, manuels scolaires en kurde, en kurde et en alphabet latin. Il y a tout d'abord, hein, on a une certaine souplesse, on va dire juridique et politique, c'est-à-dire qu'on les propose, il y a les programmes scolaires du régime se perpétuent un petit peu, un peu de partout, et puis on propose un petit peu les programmes pour aboutir à une situation où, donc oui, en parallèle des programmes du PYD, on a les programmes du régime et on a les programmes de l'UNICEF, notamment dans la région de Hasakeh. Et donc,
donc ces programmes scolaires sont petit à petit, on va dire, généralisés, imposés, mais ils font face à un hiatus. Pourquoi? Parce que les programmes scolaires en kurde, pardon, et j'ai oublié de dire aussi en arabe, et puis maintenant, depuis 2020, en syriaque, ces programmes ne sont pas reconnus ni localement, ni nationalement, ni à l'international, et donc ils ne permettent pas, lorsqu'on arrive au niveau le plus élevé, d'obtenir un baccalauréat qui permettrait d'accéder à l'enseignement supérieur n'importe où dans le monde. Or, quand on obtient un baccalauréat syrien normal, eh bien, quelle que soit la situation en Syrie, on peut accéder à l'enseignement supérieur dans le reste du monde. Donc il y a un gros problème, et donc effectivement les jeunes kurdes, mais pas que, les jeunes syriens qui habitent le nord-est de la Syrie, eh bien, vont essayer d'accéder au contenu du programme national. Les professeurs vont avoir tendance à glisser sur le programme national pour permettre aux jeunes Syriens de passer le baccalauréat en auditeur libre. Et voilà, pour dire un petit peu du mal, puisqu'il fallait aller dans le sens de l'avocat du diable, évidemment, là, aujourd'hui, enfin, surtout dans des situations de crispation politique, de menaces d'invasion, advenues en 2018 et puis en 2019, évidemment, les autorités locales, les autorités kurdes, eh bien, vont se crisper, et ça donne par exemple des arrestations, notamment de professeurs qui ont osé dispenser le programme national. Donc voilà, bon, moi ce qui m'a intéressé, c'est un peu ces choses-là. Bon, comment ça se met en place, comment il peut y avoir des difficultés techniques ou des difficultés politiques autour de ces programmes et cet enseignement. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est les contenus. Alors pourquoi la question des contenus peut intéresser la grande politique? On va essayer j'avais pas prévu de me relier à ces questions. Eh bien, c'est la grande politique, elle pose les questions d'identification, c'est-à-dire la question de la syrianité, la question de l'identification, la possibilité d'inclusion de populations diverses du point de vue linguistique, éventuellement aussi confessionnelles, etc. Et donc, voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est est-ce que ces programmes, qu'est-ce qu'ils produisent éventuellement ces programmes. Évidemment, ça sera pas, c'est pas le résultat de cette sédimentation éventuelle, de ce processus d'ingestion des programmes ne se fera pas forcément ressentir tout de suite. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est Anouar El-Bouni, Akram El-Bouni, qui peut proposer des éventualités, et il ne saura toujours pas ce que ces choses-là vont produire dans les 10 années à venir. Moi, ce que j'ai vu, c'est la perpétuation d'un matériau en circulation qui peut être en circulation dans les écoles syriennes classiques, dans les écoles turques classiques, dans les écoles irakiennes classiques, dans les écoles iraniennes classiques, avec cette influence des nationalismes respectifs, arabes, turcs ou persans. On a des contenus qui sont très influencés par le matériau orientaliste du début du XXe siècle,
en ce qui concerne les Kurdes, surtout l'histoire kurde, hein, et des éléments qui sont venus effectivement nourrir une mythologie nationale kurde. Et donc c'est très présent dans les manuels, du PYD. Et puis on a tout un tas de choix qui sont faits de localiser un petit peu le discours historique en mettant en avant une histoire sur la longue durée et puis en mettant en avant un lien entre tous les peuples, hein, de la région du nord-est syrien. Voilà. Bon, je voulais pas, je peux rentrer dans le détail, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Peut-être je peux te relancer par quelques questions aussi. Oui. Là, 3-4 minutes. D'accord. Bon, alors donc ce qu'on voit dans ces contenus et qui peuvent intéresser donc encore une fois la grande question politique, donc au-delà de l'aspect organique, technique, de la transmission des programmes, etc. Dans les programmes même, on voit très clairement le lien PKK-PYD. Hein, il y a une mise en avant, une mise en exergue du PKK, de l'histoire du PKK, de son rôle central dans la destinée kurde, dans le combat national. Et puis on a évidemment la centralité du guide. Hein, il est appelé guide dans les textes, c'est pas un chef militaire, c'est pas un chef politique, c'est un guide. Et donc c'est Abdullah Öcalan qui est appelé Apo dans les textes, avec il y a tout un tas de passages dans les programmes qui montrent qu'on veut lui donner une certaine centralité. Je peux y revenir dessus pour montrer aussi que les programmes ont évolué et que son image s'est petit à petit dissipée. Voilà, hein, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre et expliquer, des raisons tactiques, mais aussi des raisons idéologiques. Qu'est-ce qui est mis en avant dans ces programmes aussi et qui renvoie à une tradition du PKK, c'est évidemment l'anticapitalisme et l'anti-impérialisme. Et ce qui est tout à fait frappant, parce qu'on voit là les scories finalement des programmes scolaires qui étaient en circulation à Marmoul et qui n'ont pas vu venir la phase, par exemple, d'alliance entre les forces de la mouvance PKK et les États-Unis, par exemple. Donc il y a de très très fortes critiques, par exemple, de l'OTAN qui sont formulées dans les programmes scolaires d'histoire du PYD. Et donc voilà, ça interroge sur effectivement l'influence de la stratégie politique sur les contenus, ou la disjonction totale finalement de ces choses. Voilà, donc il y a une esthétique un peu de cette vieille tradition du PKK, internationaliste, léninisante, socialisante, hein, avec... ça, il faudrait parler de ça. Staline n'est pas du tout mis en avant, par exemple, dans les programmes. La méthode de Staline. Oui, pardon, mais je ne pense pas que. Enfin, c'est-à-dire en termes de centralisme démocratique. Oui, bon, je veux dire, je ne pense pas que Lénine ait été plus souple en termes organisationnel que Staline. Il a eu moins de temps peut-être pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Mais bon, quand on voit l'action d'armée rouge en Ukraine, dans les premières années, je crois que on a. Bon, certains me lapideraient pour de tels mots, mais j'ose. Donc, et je pense que les militants du PKK n'iraient pas jusqu'à se dire staliniens ou stalinistes. Par contre, ce qui est intéressant, pour revenir à cette comment dire, imagerie en
anti-impérialiste, enfin, ou socialisante, etc., on voit très clairement la mise en avant de tout un tas d'expériences socialistes dans le monde, dans l'histoire, notamment Mao, Castro, etc., qui sont au centre qui apparaissent en tout cas dans les programmes. Une exception, il y a aussi Gandhi. Donc on a ce que Hamid Bouzarslan décrit comme ce virage finalement de l'anti-impérialisme vers le tiers-mondisme, et donc il y a cette répétition de cette imagerie dans les programmes. Et à l'inverse, sans aucune critique, c'est ça que je voulais dire, sans aucune critique formulée, on est dans l'imagerie de la libération des peuples à travers le socialisme. Par contre, il y a une très très forte critique du capitalisme, critique parfois voilée, qui fait référence plutôt à des difficultés, à une impasse du capitalisme global, pardon, et sinon voilà, des critiques de l'impérialisme qui est représenté par l'OTAN. Donc récit anticapitaliste, récit anti-impérialiste, et puis récit nationaliste kurde, bon ça on l'a dit, avec la mise en avant de deux choses, évidemment l'immuabilité de la présence kurde sur un territoire. Bon, ça c'est un truc assez classique dans les programmes scolaires locaux. Je renvoie par exemple aux travaux d'Étienne Copeau sur la Turquie et sur les cartes dans les programmes scolaires en Turquie, qui montrent vraiment très clairement comment aussi on crée des continuums historiques. Donc les Kurdes ont existé de tout temps, et avec un petit pas de côté qui est, alors que, pour ceux qui connaissent la Syrie, alors que dans la mythologie nationale arabe, on va mettre en avant des grands empires tels que la Syrie, les Akkadiens, et j'en passe, que du côté turc, ce sont les Hittites qui vont faire les Kurdes vont avoir tendance à essayer les Kurdes, ces programmes en particulier du PYD vont avoir tendance à minimiser la place des grandes formations politiques de l'Antiquité, qui pourraient être en lien historique avec les Kurdes. Donc on va s'intéresser à des petites formations politiques, peut-être parce que toutes les autres étaient prises par les nationalismes autres, et donc c'est le royaume de Mitanni, les Kassites, les Louloubis, etc., qui vont être mises en avant, et on va surtout montrer leur confrontation à des grands empires, la confrontation aux Akkadiens, la confrontation aux Assyriens, pour créer une sorte de parallèle entre le combat inachevé des Kurdes, ça c'est moi qui interprète évidemment, le combat inachevé des Kurdes et ces petites formations politiques qui se battaient, les textes disent clairement, qui se battaient contre des empires dits esclavagistes, je ne sais pas pourquoi je dis c'était probablement esclavagiste, esclavagistes et tyranniques. Donc voilà, on insiste sur le fait que nous sommes, je dis nous sommes, c'est-à-dire les Kurdes, sommes des petites formations en but à des empires tyranniques. Voilà. La seule exception, ce sont les Mèdes qui sont mis en parallèle très clairement avec les Kurdes, mais on ne va pas parler ni d'empire ni de civilisation, on va parler de confédération. Et là, donc,
confédération. Pour ceux qui connaissent un petit peu la situation syrienne, la situation du PKK, on renvoie tout de suite à l'idée politique qu'essaie de mettre en avant le PKK, à savoir le confédéralisme politique. Donc il y a un écho dans les programmes scolaires, un écho dans ces programmes scolaires au programme politique du PYD. Et puis voilà, après je m'arrête pour dire qu'il y a cette nouveauté, il me semble, dans ces programmes scolaires, avec la mise en place enfin en tout cas la mise en avant d'un nationalisme vertueux, d'un nationalisme antinationaliste. C'est tout à fait paradoxal, mais un paradoxe où le nationalisme ne doit pas être à l'image. Voilà, donc j'insiste sur la phase historique dans laquelle on se trouve pour le mouvement national kurde, hein, si on peut. On est dans cette chose-là. Il y a un recul historique, hein, quel que soit finalement les méfaits qui peuvent être commis localement. Dans le récit, on a une forme de destitution, hein, de l'idée de nationalisme, même si voilà, je suis un petit peu en contradiction avec ce que je disais auparavant, hein, mais on met en bémol quand même ce nationalisme. Ce nationalisme, il doit être vertueux, et de la même manière, j'ai vu l'évolution des programmes entre 2016 et 2020, la présence du PKK, et c'est tout le paradoxe, la présence du PKK diminue fortement dans les manuels scolaires. La centralité d'Apo aussi diminue, mais c'est tout le paradoxe, parce que en disparaissant le PKK dans les programmes, en faisant disparaître aussi la figure tutélaire un petit peu peut-être encombrante de Apo, finalement les organisations politiques de la mouvance du PKK aussi veulent sortir de leur rôle d'organisation disjointe de la société. Hein, et il y a cette idée, c'est mon interprétation encore une fois, c'est que la mouvance PKK veut faire corps avec la société pour justement, ça permet tout un tas de choses, ça permet notamment de repousser toute contestation, puisque toute contestation, elle ne se manifesterait par la construction d'organisations politiques. Toute organisation politique, nous sommes la société, vous êtes des organisations politiques, bon, on rajoute l'adjectif féodal, machiste, et donc voilà, le but c'est de créer de la disjonction. Donc voilà, il faut je ne dis pas du tout que ce logiciel-là a abouti, il a investi totalement la société kurde de Syrie, mais en tout cas, le projet est là. Voilà. Pardon d'avoir été très long. Non, merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, Boris et Laurent. En fait, l'éducation, le sujet de ton article, l'enseignement, était aussi une arme très efficace dans la main du pouvoir central contre la population kurde. J'ai l'impression, tu peux me contredire, que ce qui se passe dans la conception des systèmes éducatifs kurdes, c'est en réaction à ce qu'eux-mêmes ont subi de la part du régime. Ce n'est pas une volonté vraiment d'établir un système éducatif qui amène vers le mieux la population. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout ça,
Est-ce que c'est une réaction alors, comme je l'ai dit, il y a une histoire... Parce qu'il semble qu'il y a des interdictions imposées d'enseigner l'arabe, ou des limites, c'est-à-dire, on voit beaucoup de similitudes entre ce que le régime faisait dans la région kurde et la réaction actuelle. Alors, moi, sur la question, enfin, sur l'interdiction d'enseigner l'arabe, je ne suis pas du tout sûr. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, le programme du PYD a l'ambition, de dispenser des programmes dans toutes les langues de la région. Et notamment, je ne sais pas du tout, là, pour le coup, j'ai pas de terrain là-dessus et j'ai pas d'informations, je ne sais pas dans quelle mesure je pense que la réaction, pour répondre à ça, je pense que la réaction, elle est plutôt dans une très grande, sensibilité, une très grande, je ne vais pas trouver le mot, précaution à ne pas reproduire les erreurs ou en tout cas les exactions du régime. Voilà. Ceci étant dit, précaution, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écueil et qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il n'y a pas de... Voilà. Je pense que la question de l'exercice de la violence, c'est-à-dire puisque c'est ça qui est derrière ta question, c'est-à-dire c'est pas du tout autour de arabe ou kurde en termes linguistiques, mais c'est plutôt autour de PYD ou autres. Nous voulons contrôler le discours historique, qu'il soit en arabe, en kurde, en syriaque, en turkmène. Et effectivement, il y a des très forts écueils. Donc, j'ai parlé de ces arrestations de professeurs dans la région de Diyarbakır notamment et dans la région de Khamishlo. Voilà. Donc, moi, j'ai vu très clairement, au contraire, une volonté de produire un logiciel beaucoup plus inclusif que le logiciel, même si, voilà, comme je le disais, il y a une contradiction, c'est-à-dire que la base politique, la base idéologique, elle est kurde. L'histoire du mouvement, c'est une histoire d'un mouvement national kurde qui se recompose en Turquie à la fin des années 70. Mais sur place, là, pourquoi, enfin, c'est tout à fait compréhensible du point de vue stratégique. Pourquoi se couper de tout un tas de populations? Pourquoi attirer les critiques de Salam Kawakibé? Moi, si j'étais, voilà. Donc c'est assez, je veux dire, de ce point de vue-là, je trouve que le projet est assez fin et stratégiquement bien construit. Après, il y a d'autres éléments de l'implémentation, comme diraient nos amis des ONG, de ce programme. C'est compliqué. En décrivant un peu l'attitude anti-impérialiste, anti-OTAN, très socialiste, qui apparaît d'une manière presque flagrante dans les manières, comment ils expliquent alors leur dépendance totale à l'impérialisme américain et leur financement, leur protection de la part de l'OTAN? Alors, ils ne l'expliquent pas dans les programmes scolaires. Ils font dans les programmes scolaires. C'est ça qui a. C'est vrai que c'est assez intéressant. Après, bon, comment dire, j'allais dire, est-ce qu'il y a vraiment des acteurs indépendants sur la scène syrienne aujourd'hui? Des acteurs, je parle d'acteurs qui pèsent politiquement, hein, je ne parle pas de personnes qui créent des associations, qui font de la presse
la presse citoyenne, les gens qui dirigent. Les gens qui dirigent, bon, ils sont tous à peu près, ils ont des appuis extérieurs. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas à en juger. Est-ce que, je veux dire, après, ça serait, voilà, c'est l'objet d'un débat entre. Ils ont des appuis extérieurs, tous, bien entendu. Oui. Mais ils ne vont pas dire qu'on est en terrain impérialiste. Ah oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Capitaliste. Eh bien, oui, mais c'est une faiblesse que tu as bien fait de pointer. Et alors, quelles conséquences ça peut avoir? C'est vrai que moi je me posais la question, mais en fait, au moment où j'ai écrit cet article, on était dans la phase Trump. C'était la phase Trump. Déjà qui est haut le cœur. Et on était dans la phase Trump et c'est très. Comment dire? Je me disais, comment ça se fait, effectivement, pourquoi il n'y a pas cette mise en avant de la comment dire, de la démocratie libérale, etc. Évidemment, ça ne donne pas très envie quand on a Trump, mais quand on a Trump en face, voilà, donc on vit aussi en France comme ailleurs des moments où le modèle occidental n'est pas forcément un modèle extrêmement valorisé. Voilà, on n'est plus dans les années, dans la période faste de l'Occident, du point de vue de l'image. Hein. On reste les boss, hein, fort heureusement. Oui. Pardon, j'ai fini. Avant de donner la parole à la salle, Laurent, Oui, dans l'article de Boris, il y a plusieurs choses qui sont à mettre en avant, et notamment, tu en as parlé un petit peu, ces références au passé, dans l'absence d'empire dans les histoires, dans les manuels d'histoire, et ces petits peuples qui apparaissent, donc c'est des confédérations, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette... alors c'est de l'histoire, parce qu'il y a des preuves écrites, mais c'est une histoire ancienne, qui remontent au 3e, second millénaire. Ce sont aussi des peuples qui n'ont pas leur propre histoire, qui n'ont pas de preuves archéologiques écrites, et qui sont toujours, c'est les Hittites qui vont parler des Mitanni, ou ce sont les Assyriens qui vont parler des Mèdes, ou les Perses qui vont parler des Mèdes, et c'est jamais eux-mêmes qui ont, les archéologues n'ont pas trouvé de preuves écrites de ces peuples dont les Kurdes font référence. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle aussi aujourd'hui avec... est-ce que les Kurdes aujourd'hui qui parle des Kurdes aujourd'hui? On peut se poser la question. Et l'autre chose, c'est... oui, c'est peut-être une question. C'est en fait dans le mouvement national kurde, il y a deux phases. Il y a la phase PKK, Abdullah Öcalan, à partir de 1900... des années 70, et puis le conflit avec l'armée turque à partir de 1984, où là, l'idéologie, comme tu l'as expliqué, est voilà, les léninistes, marxistes, socialistes, et puis, après son arrestation, il y a un début, c'est là où débutent des changements dans l'idéologie, où Abdullah Öcalan va faire appel à d'autres écrits, Murray Bookchin, et l'écologie politique prend un cadre important dans l'idéologie, le féminisme, le confédéralisme, etc. Et ça, apparemment, ça n'entre pas. Alors, c'est des manuels d'histoire que tu as regardés, mais est-ce que dans des manuels de géographie ou de sociologie, je ne sais pas, est-ce que ces débats sont enseignés? Est-ce que... Alors, merci de cette question, ça me permet de, effectivement, j'avais éludé cette chose-là pour pas prendre trop de temps et puis pour pas rentrer dans trop de détails. Si, effectivement, alors, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais toutes ces choses dont on a parlé rentrent il y a une tendance, hein, il y a une tendance générale. La tendance générale, c'est dépékékéisation, et désapoisation. Hein, on enlève l'image d'Apo, on enlève l'image du PKK, on fait baisser le niveau de nationalisme, et puis
quand je dis qu'on fait baisser le niveau, le nationalisme reste, hein, mais il est de moins en moins fort, de moins en moins mis en avant au fur et à mesure des nouvelles éditions des programmes. Et évidemment, effectivement, toute l'inspiration de Murray Bookchin apparaît très clairement dans les manuels scolaires, hein, et notamment avec la manière dont est traitée toujours la préhistoire et l'Antiquité, pour montrer, donc il y a l'idée qui était développée par Abdullah Öcalan dans ses livres, hein, c'est l'idée de la société naturelle. Jovaka Khwazai, hein, c'est la société naturelle qui serait une sorte de paradis perdu, plus inclusif, plus féministe, plus écologique, etc. Et puis, donc dans les différentes phases historiques qui sont décrites dans les programmes et qui sont en parallèle avec les écrits d'Abdullah Öcalan inspirés de Murray Bookchin, hein, on a plusieurs phases. Et la phase de la société naturelle est une phase à laquelle on doit revenir. On doit revenir. Alors, il y a deux idées derrière ça. Il y a d'abord l'idée de localisme. Il faut s'auto-organiser localement pour réintégrer des petites communautés, recréer des petites communautés. Et on doit... qu'est-ce que je dois dire? Oui, il y a plus écologique... ah mince, j'ai perdu le truc. Enfin bon, tout ça n'est pas explicité comme tel dans les programmes. Ça, c'est le programme, hein, qui est induit par l'histoire qui est décrite dans les programmes. C'est le programme politique qui est induit par pardon, je suis fatigué. Qui est induit par ce qui est présenté dans les manuels scolaires. Ce qui est présenté dans les manuels scolaires, c'est il y a plusieurs phases historiques, et notamment cette phase de la société naturelle qui est suivie d'une société esclavagiste, qui est suivie d'une société féodale, qui est suivie d'une société capitaliste. Hein. Et donc voilà, hein, oui, l'autre élément qu'il y a dans cette idée qu'il faut revenir à la société naturelle, c'est que la question de la démocratie, et notamment la démocratie locale pour Abdullah Öcalan, pour Murray Bookchin aussi, probablement, c'est que la démocratie n'est pas qu'un fait de l'humanisme européen, hein, c'est aussi un fait des petites sociétés, de ces petites sociétés de la Mésopotamie, qui se sont soulevées contre la tyrannie des grands empires. Voilà. C'est toute cette idée, je ne sais pas si je suis très clair, mais j'essaie de être très clair. Merci beaucoup, Boris. Maintenant, la salle, et je ne sais pas s'il y a un micro. Oui. Alors, madame, là, en premier rang. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre projet de ce numéro de démanteler les mythes et les représentations monolithiques ou idéologiques de ces cultures. Vraiment, vous avez bien fait. Vous avez insisté un peu sur la localisation de tout ce qui se passe. J'ai deux questions. Ils sont liés, j'espère. Dans quelle mesure sont ces peuples vraiment enclavés par rapport... je sais qu'il va y avoir des médias, et je vois que ces projets liés à l'éducation veulent être ouverts sur les autres. Une de mes questions, c'est quelle société, quel pays, petit pays ailleurs, non occidentaux peut-être, les soutiennent et comment? Est-ce qu'ils ont du soutien, pas forcément financier, mais soutien moral, échange avec d'autres pays?
Et quelle a été jusqu'à maintenant la réaction de Assad et du régime à ce genre de projet qui est assez nouveau, n'est-ce pas, le projet de l'éducation. Parce que quand j'étais à IAPO à Beyrouth, dans sa phase décadente, je sais pas, il y avait des historiens syriens qui avaient enseigné en Syrie sous Assad, sous les Assad. Et ils ont dit que la prise de conscience du pouvoir de l'éducation à formater les mentalités et tout ça était vraiment pire que des prisons. Il a enseigné dans le système, il a souffert, il a quitté. Voilà, ça c'est la réaction du régime de Assad à ce genre de projet. C'est l'autre question. Merci beaucoup. Je sais pas. Oui, pour répondre à la première question, non, pas de soutien si. Non, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de soutien de petits États. Il y a peut-être, si, c'est pas des États, mais je veux dire, il y a des, par exemple, certaines communautés espagnoles peuvent vous montrer leur. Pas tellement, on va dire, non, il n'y a pas d'État qui se risque à ça. Il n'y a que les États-Unis et en partie la France aussi qui se lance dans un soutien à cette entité politique. Alors c'était quoi la deuxième question, j'ai oublié. Enfin, il y en avait plusieurs. C'est le régime. Ah oui, le régime, alors, pour dire les choses, je pense que c'est le cadet de ses soucis d'une certaine manière. Enfin, c'est toujours, comment dire, ce qui est intéressant dans le PKK, dans la mouvance PKK, c'est qu'ils prennent toujours ils mettent toujours la charrue avant les bœufs, si vous voulez, où il y a toujours et c'est ce que je dis aussi dans l'article, la question de l'enseignement et de l'éducation est primordiale, est centrale dans tout le processus de socialisation des combattants, des sociétés sur lesquelles s'exerce une certaine gestion politique. Et donc, voilà. Aujourd'hui, pour le régime, il s'agit surtout, essentiellement, éventuellement de communiquer à l'étranger, beaucoup d'asservir localement, et puis voilà, de bombarder de ci, de là. Mais je veux dire, il n'y a pas la question des programmes scolaires, c'est pas central. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a et ça c'est l'autre question, c'est la question de la géopolitique ou de la géostratégie précise ou de la guerre. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du front entre le PYD enfin pas le PYD, mais les SDF et le régime, et là il y a des changements de ligne, etc. Il y a des stratégies, mais je veux dire, c'est pas ce qui met en ébullition le cerveau des stratèges de Damas que la mise en place d'un programme scolaire du côté des régions kurdes. J'ajoute à ça que les relations entre le PKK et le régime sont anciennes et étaient très étroites, et Abdallah Öcalan vivait à Damas et le PKK s'entraînait sous l'égide des mukhabarat syriens. Avant qu'il soit menacé à sa père par la Turquie en 1998 et qu'il signe les accords d'Adana et qu'il livre Abdallah Öcalan. Mais ces relations ont été renouées au début de la révolution syrienne. Parce qu'il faut dire que les manifestations ont été aussi violentes dans les régions kurdes que dans les régions non kurdes. Mais la répression, elle a déjà commencé par l'intérieur, pas par le régime. Ceux qui ont réprimé les manifestants kurdes, c'était le PKK. Et ils ont tué l'un des leaders de l'opposition kurde syrienne, dans la personne de Mash'al Toumo. Et à partir de là, les manifestations ont cessé ou ont beaucoup diminué dans cette région.
Alors, comme il l'a dit Boris, c'est le dernier de ses soucis, le régime, leur système éducatif, qu'il enseigne le chinois. Lui, tant qu'il sert ses intérêts, et il n'y a aucun problème. Jihad. Oui, merci Salam, merci aux deux intervenants, c'était très intéressant. D'abord une question très pratique, je voulais savoir si la revue est disponible à la vente aujourd'hui. Sinon, est-ce qu'on peut, ou peut-être pas à la vente, mais c'est disponible. Sinon, est-ce qu'on peut avoir une liste des auteurs complète, parce que j'ai cherché sur Internet, c'est pas très clair, donc ça c'est une chose. Et d'ailleurs, je voulais remercier le CAREP d'avoir invité, enfin de nous permettre de connaître des gens de Pau, des chercheurs, en tout cas de sortir un peu du cadre parisien. C'est quelque chose, je me suis rendu compte en rentrant à Paris, combien Paris est très fermé du point de vue des académiques et universitaires. Alors moi j'avais une question, enfin j'avais deux questions que je voulais, sur lesquelles je voulais vous développiez un petit peu. Donc on parle beaucoup de Rojava, du nord-est, de la région kurde, mais les Kurdes en Syrie, c'est pas le Kurdistan syrien. C'est-à-dire dans le sens où il y a quand même beaucoup de Kurdes en dehors de ces zones-là. La première ville kurde de Syrie étant probablement Alep et la seconde étant probablement Damas. On sait que de nombreuses personnalités syriennes d'origine kurde ont joué un rôle très important dans la vie nationale syrienne avant l'arrivée au pouvoir de Hafez, mais même après, comme Khaled Baghdad, le chef du parti communiste syrien qui était kurde. Et donc je voulais savoir comment cet aspect des choses est pris en compte. Il y a le fait que le PYD jusqu'à aujourd'hui contrôle 2 quartiers importants de la ville d'Alep, donc en pleine zone du régime. Et donc tout cet aspect-là, je voulais comprendre un peu comment il était pris en compte. Par ailleurs, de la même façon, les zones donc, sous contrôle de l'autorité ENIS, enfin les SDF, aujourd'hui sont probablement, avec la prise en compte de tout l'est de l'Euphrate, donc jusqu'à Deir ez-Zor, sont probablement à majorité arabe. Et je voulais savoir comment cette réalité était prise en compte dans la stratégie politique des Kurdes syriens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc moi ce que j'avais compris, mais enfin j'aimerais bien aussi que vous validiez ou pas, cette théorie, c'est qu'en fait il y a malgré tout à l'intérieur du PYD syrien des différentes branches, différentes tendances. Mazloum Abdi, Ilham Ahmad semble plutôt porter vers une sorte d'autonomie du projet syrien. Et évidemment, chaque fois que les Turcs ont un accès de nationalisme, ce qui est quand même très fréquent, eh ben, il y a à nouveau une réunification des deux tendances. Donc si vous pouviez... La deuxième tendance, c'était quoi? Un rattachement très fort, c'est-à-dire une influence du PKK turc sur les qui sont d'abord pour qui la lutte contre les autorités turques est la priorité. Alors que ce que j'ai compris, c'est que la branche syrienne essaie de s'autonomiser un peu, de ne pas mettre en priorité la lutte contre les Turcs, mais un projet national syrien, je ne sais pas si c'est peut-être un grand mot, mais disons en tout cas un projet à l'intérieur du cadre national syrien. Et finalement, une dernière remarque, je suis désolé, c'est un petit peu long. Avant Hafez et depuis la Révolution, on sait que la Syrie est un pays qui a beaucoup vécu sous influence de pays étrangers. Patrick Seal avait fameusement écrit The Struggle for Syria au début des années 60, qui montre l'influence des acteurs étrangers et l'incapacité des Syriens à produire un projet cohérent politiquement. J'ai l'impression que dans le nord-est, on est un peu dans un scénario un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les pro-turcs, de l'autre côté les les Kurdes de Turquie, PKK, contre les Kurdes d'Irak, et qu'il y a une difficulté à avoir un projet kurde syrien autonome de ces deux, par rapport à ces deux puissances. Voilà, merci. Ça fait beaucoup de questions et Boris il va les résumer en une seule réponse. Moi, je peux dire très rapidement que le numéro est disponible en ligne et on peut le commander. Donc, je peux faire passer l'information. Les PDF aussi des articles sont disponibles en ligne facilement. Et l'article de Joseph Daher dans le numéro va bien dans ce sens, commence à montrer un petit peu, parce que la question est beaucoup plus large que ça, que en 2011, il y a des mouvements kurdes en Syrie, des associations, des comités qui se forment
Et finalement, ce n'est pas les comités kurdes qu'on attend qui prennent le pouvoir et qui cristallisent la formation de l'administration autonome. Ce sont plutôt pas la vieille génération, mais une nouvelle génération qui prend les choses en main. Et ensuite, Boris, je sais plus quel est. Non, c'est... Ah, oui, ensuite le conflit, c'est ça, le mouvement national kurde et les Kurdes se retrouvent en ce moment avec d'un côté les Kurdes irakiens, les Kurdes du PKK ou turcs, je voulais mettre en avant l'article de Charlotte Atelier qui explique bien cela dans un cas très précis, dans le camp d'accueil de Kochtabe, où là, on voit en fait des réfugiés kurdes syriens qui arrivent en Irak, qui sont accueillis dans ce camp à Kochtabe par des Kurdes irakiens, donc sous le contrôle d'Erbil, et des stratégies, des manières de changer d'identité en fonction du contexte, de se dire kurde un jour, une autre fois syrien plus que kurde, un autre jour plus musulman, où la tribu ou la famille va rentrer en jeu, et de voir ces négociations d'identité à ce niveau-là. Bon, je n'ai pas répondu à la question. Mais... Vite donc. Alors ça va être difficile de répondre vite, mais je vais tenter de le faire. Dans ce que... Alors, juste, je dois insister sur le fait que ce qui nous a intéressés dans ce numéro, et ce qui m'intéresse moi, c'est évidemment à la fois les dynamiques micro et les dynamiques historiques. Et donc, comme Salam a pu le suggérer, effectivement, si on ne s'intéresse pas à la relation entre le PKK et le régime sur la très longue durée, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc effectivement, j'aurais tendance à nuancer un petit peu la question de la symbiose entre régime et PKK. C'est assez facilement démontrable, notamment parce qu'il y a des vraies lignes de rupture, il y a des vraies lignes de conflit entre le PYD et le régime. Alors, dans les programmes scolaires, par exemple, vous avez très clairement, il n'y a pas un programme nationaliste arabe, évidemment, on l'a dit. Donc la disjonction entre le territoire kurde, quelque fantasmé soit-il, et le territoire syrien est clair. Les programmes disent, par exemple, parlent de nos voisins. Parmi nos voisins, on trouve la Syrie. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais tout ça est nuançable aussi parce que tout est modulé. Il y a effectivement, je disais qu'il y avait des productions de formes plus syro-syriennes, etc. Pour répondre à la question les acteurs qui se trouvent dans les régions kurdes aujourd'hui sont des acteurs finalement influencés par l'étranger, etc. Évidemment, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une situation quand même kurde de départ, une situation kurde de Syrie de départ, qui est, pour faire très vite, on a 3 pôles politiques. On a l'élément, on va dire, politico-milicien du PKK et de sa transformation à partir des années 2000. Donc politico-milicien a son importance parce que ça veut dire du point de vue de l'intégrité organisationnelle, c'est plus solide, évidemment, par la suite. On a, pour faire vite là aussi,
un pôle de la jeunesse kurde, hein, c'est surtout construit dans l'opposition aux vieux partis et à la formation politico-milicienne du PKK, donc tous les partis Yekiti, Azadi, et évidemment le mouvement de Meshal Temmo, hein, le mouvement du futur. Et puis il y a les vieux partis de la mouvance du PDKS, hein, du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie, qui, donc voilà, tous ces trois pôles finalement ont un ancrage, ont une prégnance dans la société kurde de Syrie, qu'elle soit inscrite localement ou en exil, en Turquie, au Kurdistan d'Irak ou en Europe. Et comment dire, tout ça fait que ces gens-là ne se vivent pas du tout quand ils sont localement comme des agents du PKK étranger ou comme des agents du PDK étranger. Ce sont des acteurs kurdes de Syrie et il y a j'insiste là-dessus, il y a une très forte spécificité kurde de Syrie. Et très probablement, il y a une socialisation. Finalement, peut-être que le Baas a joué son rôle dans la construction d'un lien et dans la construction d'une syrianité kurde. Donc voilà, donc il faut pas aller trop vite en besogne sur ce qui va advenir. Pour ce qui est de l'organisation PYD et des SDF, voilà, je m'inscrirai assez vite en faux contre l'idée de plusieurs tendances. Voilà, on a une organisation extrêmement organisée, fortement organisée, extrêmement pyramidale, et ça bouge pas, ça moufte pas. Et je pense pas que Mazloum Arabdi soit quelqu'un qui soit dans une autonomie d'action par rapport à Kandil. Voilà, peut-être qu'il montre des choses, mais et là encore, le fait que le PKK inscrive éventuellement son action sur le territoire syrien, ça veut pas dire qu'il a un projet pérenne d'autonomie sur le territoire syrien. Ou il a peut-être un projet pérenne, mais en tout cas, là aussi, c'est des questions de survie, c'est-à-dire c'est des questions de survie de l'organisation. Comment elle va survivre? Évidemment, c'est des gens très intelligents, hein, qui pensent depuis des décennies leur inscription dans ce territoire. Et donc, éventuellement, la construction d'une autonomie peut être la pérennité d'un mouvement qui est transnational. C'est pas du tout contradictoire. Voilà. Merci beaucoup. J'essaie quand même de respecter notre tradition. Terminer à 8 heures. Je vous remercie tous. Je remercie Boris, je remercie Laurent. Et je vous invite à venir la semaine prochaine, le 20 septembre. On va recevoir Sarah Dekij et Hasni Abidi qui vont parler de 60 ans après les accords d'Évian. Ça va être, le sujet, ça va être donc l'Algérie. C'est le 20 à 18h30, ici même. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Merci.